Bah moi j'avais voté pour Karim Abdul-Jabbar et on va même pas le faire. C'est même pas vraiment Noël pour moi. Attends, Gary Payton c'est un monstre des parquets aussi. Ouais, est-ce qu'il a déjà joué dans un film au moins? Oui, dans 2 films. Les Blancs ne savent pas sauter déjà. Connais pas et l'autre? L'autre, c'est un film d'horreur où la plupart des attaquants extérieurs se font torturer. Ça se passait sur les parquets NBA et ça a duré 17 ans. Alors tu vois, le héros c'est lui, Gary Payton. Du haut de son 1m93 pour un peu moins de 85 kg, il est plus grand et plus puissant que la plupart des meneurs qu'il a été amené à croiser. Un très bel athlète, muni de longs bras, de mains rapides et de la plus grande gueule de trash talker de l'histoire NBA. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le gros Shaq. Et quand le gros Shaq parle, on écoute. GP. I played with GP, I played against GP. He just didn't care. And the crazy thing about GP on the court, he was like that off the court. Like if he saw you in the mall, maybe that time I crossed you up, big fella, and I gave you that thing, you went up there. Faut dire qu'il s'y entraîne depuis qu'il est tout jeune aussi. Comme la fois où au cours d'un match universitaire, il profita d'un temps mort pour demander tout simplement au coach adverse s'il ne pouvait pas trouver quelqu'un capable de défendre sur lui. Cette attitude lui valut déjà quelques soucis, mais plaisait beaucoup à son père. Et oui, la bouche de Gary Payton était toujours en mouvement. Il parlait en permanence, à ses adversaires, à ses coéquipiers, aux arbitres, au public. Il ne s'arrêtait jamais. Et c'était pas pour échanger des politesses, hein. Et puis alors, quand vous étiez son adversaire direct, il était toujours sur votre dos pour vous expliquer comment il allait vous empêcher de marquer ou comment vous alliez rater votre prochain tir. Ce bon Gary trouvait toujours la plaie pour remuer le couteau. Tiens, tu vois là, je crois qu'il lui parle de sa maman. Oh il avait l'air de bien la connaître, dis donc. Bref, il rentrait dans la tête de ses opposants, dans l'unique but de les sortir du match. Et à ce petit jeu, Gary était le meilleur, ou le pire, ça dépend de quel côté on se place. Quoique ça pouvait être pesant même pour ses coéquipiers. On voit bien ce que tu veux dire, Michael. Ce comportement souvent borderline valut à Payton de collectionner les fautes techniques au cours de sa longue carrière. Il possède d'ailleurs le 3e plus gros total de techniques reçues de la part des arbitres, derrière les intouchables Jerry Sloan et Rashid Wallace. Ah ça, c'est bien dommage qu'ils n'aient jamais évolué ensemble, le Shid et Gary. On se serait bien marré. Mais il était comme ça, ce bon Gary. Il fallait qu'il s'exprime, qu'il chante sur le terrain et même en dehors. Comme en ce soir de All-Star Game 97, où un certain Kevin Garnett allait participer à son premier match des étoiles et eut droit à son petit accueil made in Seattle. Oh, c'est mignon, il taquine Kevin, le petit nouveau. Des années plus tard, il en a même l'air tout ému, rien que d'y repenser. Ah, c'est vrai, mon KG, t'as été à bonne école, hein. Pourtant, quand Payton est arrivé dans la Grande Ligue en 90, on ne peut pas dire qu'on manquait de trash talkers sur les terrains. Entre Larry Bird qui pratiquait cet art depuis plus de 10 ans, Michael Jordan et sa langue bien pendue, sans oublier Reggie Miller qui était parti pour se faire beaucoup d'amis grâce à son verbiage venimeux. Mais Gary, lui, il va pousser ça à un tout autre niveau. Son objectif, sortir mentalement son adversaire du match. Et ça marchait tellement souvent. Parce qu'attention, sans même parler de trash talking, être meneur ou arrière et jouer Gary Payton était un enfer. Nous parlons ici du meilleur défenseur de tous les temps au poste de meneur. Un intercepteur hors pair, le 4e plus prolifique depuis qu'on comptabilise la stat, derrière Jordan, Kidd et l'inaccessible Stockton. Capable de couper les lignes de passe donc, Gary Payton était surtout une véritable sangsue sur l'homme. Bon, une sangsue avec des faux airs de pitbull, hein, un mélange plutôt efficace lorsqu'il s'agit de défendre. Il gênait énormément les déplacements de son joueur avec ou sans la balle. Il perturbait allègrement la prise de position au poste bas et chippait bon nombre de ballons dans les mains grâce à son activité incessante. Ah il parle, mais il oublie pas de défendre, hein. Un enfer, je vous dis. Lors des finales de conférence en 93, face aux Suns, Kevin Johnson, qui était à l'époque un client offensif très sérieux, n'a jamais vraiment réussi à se sortir de l'étreinte concoctée par Payton. À tel point que son cousin l'a appelé un soir pendant cette série pour lui dire qu'il tenait, et je cite, Kevin Johnson comme une balle de baseball dans un gant. L'image était parfaitement trouvée et un surnom légendaire était né. The Glove! Au total, Gary Payton a passé 17 saisons de 90 à 2007 sur les parquets NBA, dont 12 et demi sous les couleurs mythiques des Supersonics de Seattle. Avec ce maillot vert et jaune sur les épaules, l'ami Gary sera élu 9 fois d'affilée dans la All-NBA First Defensive Team. 9 fois, de 94 à 2002. Oui, ça commence à faire. C'est même un record qu'il codétient avec Kevin Garnett, Michael Jordan et son fils spirituel, un dénommé Kobe Bryant. Ah oui, Kobe, il y a plein de gens qui veulent son épisode, t'as vu? Ah tu vas pas t'y mettre toi aussi. Au passage, il faut quand même préciser que quand il débarque à Seattle, un certain Shawn Kemp est déjà là depuis 1 an.
Le temps de remplacer Casey Jones par un vrai coach comme George Karl, qui saura l'aider à trouver son rythme, et Gary formera avec son pote Kemp un tandem magique offensivement, l'un des plus excitants et les plus spectaculaires de l'histoire NBA, sans le moindre doute. Emmené par un Gary Payton qui est en passe de devenir la bête noire de tous les meneurs de la ligue, la défense de Seattle fait de plus en plus mal. Elle est de plus en plus difficile à manier, pendant que ce duo composé de The Glove et The Rain Man dévore tout en transition. En même temps, quand vous avez un passeur de la qualité de Gary et qu'au bout de ses caviars se trouve un des athlètes parmi les plus dingues, les plus bondissants que la NBA ait connus, c'est quand même un grand élastique de 2m08, Sean Kemp. Forcément, on en prenait plein les yeux à chaque sortie des Sonics, avec des trucs comme ça. Ou comme ça. Voire des alley-oops venus d'ailleurs, comme celui-là. Finalement, nous connaissons tous le Gary Payton, trash talker infatigable et véritable poison défensif. Mais il ne faudrait pas pour autant qu'on en oublie que ce bon Gary, à son apogée, était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur meneur-scoreur de sa génération dans les années 90. Pourtant, Payton n'était pas un shooter incroyable. Et s'il tourne à presque 47% au tir en carrière, ce qui est plus qu'honorable, c'est parce qu'il préférait se servir de son avantage de taille et de puissance sur ses adversaires directs pour les manger en agressant le cercle ou en cherchant à les défier au poste bas, où son panel de moves était varié et très efficace. Et oui, Gary Payton a tellement bien défendu tout au long de sa carrière qu'on omet parfois de préciser quel formidable scoreur il était. Un scoreur naturel. Tout le monde ne peut pas s'approcher des 22 000 points en carrière comme ça. Tout le monde ne peut pas enchaîner 9 saisons à au moins 19 points de moyenne. Non, c'est pas donné à tout le monde. En fait, si on y regarde de plus près, il n'y a qu'un seul autre meneur pur qui a compilé plus de points que Payton en carrière. Oscar Robertson. Et puis à la passe, c'est pas tout mal non plus. Parce qu'avec près de 9000 offrandes en carrière, il est le 8e passeur le plus prolifique de l'histoire, mine de rien, Gary. Il a fait bien plus que d'envoyer des alley-oops à son pote Kemp. Il a distribué le jeu de manière royale à chaque fois qu'il a mis un pied sur un parquet. Alors évidemment, armés de ce prodige de la balle orange, les Sonics ont commencé à devenir une place forte de l'Ouest. Il y a eu 93 et la déception face aux Suns, puis 94 et ce gros upset subi face aux Nuggets, à la suite duquel l'ami Payton passa un savon à ses coéquipiers et leur déclara qu'il sera un jour champion NBA, mais sans eux. Grosse ambiance. En 96, Payton est élu défenseur de l'année. Il est le seul meneur pur à avoir obtenu ce trophée depuis sa création, et un des rares guards de toute façon. Et ce qui force d'autant plus le respect, c'est le fait que Payton ait obtenu cette récompense dans les années 90, alors que des monstres pullulaient dans les raquettes et trustaient ce trophée que même Scottie Pippen n'a jamais réussi à toucher. Cette année-là, au sortir d'une saison régulière impressionnante avec 64 victoires et 18 défaites, les Sonics arrivent en play-off remontés à bloc. La défense verte et jaune sort les barbelés. Le duo Payton-Kemp brille de mille feux, et comme le discret mais tellement efficace Detlef Schrempf s'avère être un complément parfait pour ces deux larrons, les Sonics sont inarrêtables. Les Kings ne leur prendront qu'un seul match au premier tour. Les Rockets, double champions en titre, se feront sweeper en demi-finale. Et en finale de conférence, la série contre le Jazz du duo Stockton-Malone sera un véritable thriller qui se décidera au bout du 7e match. Ça y est, Gary et sa bande vont enfin goûter au final. Mais gros souci, en face, c'est un groupe de taureaux surpuissants qui se dresse. Des taureaux armés d'un Pippen au top, d'un Rodman toujours aussi bien coiffé, et surtout du meilleur joueur de tous les temps en train d'effectuer un retour plus que gagnant. Défendre sur Michael Jordan sur toute une série de finales, typiquement le genre de défi que l'ami Gary adore. Et il va s'y atteler avec tellement de hargne et de passion que son Altesse va réaliser les moins bonnes performances en finale de toute sa carrière. Défendre aussi bien sur Michael, alors que tu lui rends un bon 5 cm et pas mal de kilos, ça c'est de la perf de défenseur ultime. Mais malheureusement, les Bulls vont dominer la série. De A à Z, j'ai envie de dire. Non pas que les Sonics aient démérité, mais voilà quoi. Quand tu affrontes la meilleure équipe de basket ayant jamais foulé un parquet, eh bien tu perds. Rien de honteux là-dedans, juste encore une bonne grosse déception pour notre Gary, qui ira se consoler en allant remporter la médaille d'or au JO pendant l'été suivant. Il réitérera d'ailleurs l'opération à l'été 2000. Toujours est-il que les Sonics continuent d'être de sérieux clients à l'Ouest, même après le départ de Kemp pour Cleveland. Mais sans trop de réussite, alors que Gary continue d'envoyer du lourd aux environs de plus de 20 points, 8 passes décisives et 2 interceptions de moyenne chaque année. Et ce qui devait arriver arriva. Payton finit par se faire trader au cours de la saison 2002-2003 dans un échange à 5 joueurs qui le verra rejoindre les Bucks de Milwaukee pendant que Ray Allen faisait le chemin vers Seattle. Seulement quelques mois plus tard, à l'été 2003, le gant le plus célèbre du basket est agent libre et décide de signer, en même temps que Karl Malone d'ailleurs, chez les Lakers de Shaq et Kobe, qui viennent de gagner 3 titres lors des 4 dernières saisons. Fort de ce quatuor mythique sur le papier, les Lakers atteindront les finales, mais les très défensifs Pistons ne vont faire qu'une bouchée des stars venues d'Hollywood. Encore raté pour Gary. Et dans la foulée, Payton se fait échanger.
il boude et part faire une année pour rien à Boston avant de faire à nouveau partie d'un trade qui le voit rejoindre Shaq et Dwayne Wade à Miami. Ah, Pat Riley. En faisant venir Peyton, qui est alors un vieux briscard, il savait très bien ce qu'il faisait. Il se paye un leader de vestiaire, un gars qui a faim de bague et qui saura prendre ses responsabilités si l'équipe en a besoin. Gary n'est plus que très rarement titulaire. Ses stats ne sont plus significatives, mais il est là et bien là, au sein de ce Heat emmené par un D-Wade tout jeune, mais déjà assez injouable, et un Shaq encore très sérieux. Lors de ces playoffs, le Heat affronte les Mavs dans une série pour le titre. Gary va vivre ici ses 3e finales NBA, et il va y être clutchissime. Nous sommes dans le Game 3, le Heat est mené 2-0 dans la série. Wade est tout simplement monstrueux dans ce match, et le score est de 95 partout. Mais c'est le génial Jason Williams qui a la balle et la donne à Gary dans l'aile. Petite feinte, petit dribble et jumper à 6 mètres. Dedans. Peyton n'aura pris qu'un seul tir dans ce match, mais quel tir! 97-95. Dallas ne recollera pas et le Heat revient dans la série. Après une 4e rencontre sous forme de blowout, le Heat se retrouve à 2-2 et a totalement repris le momentum de ses finales. Le 5e match sera très serré et c'est encore ce bon vieux Gary qui, du haut de ses 37 ans, va venir donner un avantage décisif aux siens à quelques secondes de la fin de la prolongation. 3-2 pour Miami, qui ira chercher le Graal à Dallas en remportant le 6e match. Une bague. Enfin. Gary Payton l'aura attendu 16 ans. Et ce n'est qu'une juste récompense pour ce joueur légendaire dont le caractère ingérable n'avait d'égal que sa détermination et son talent. Un défenseur hors norme, un scoreur et un passeur redoutable qu'on peut aisément mettre dans la discussion du top 5 meneur all-time. Joueur incontournable lorsqu'il s'agit de balle orange, il a été et restera la figure emblématique du trash talking en NBA. Et le connaissant, je suis prêt à parier qu'il ne manque pas une occasion de rappeler à ses potes des Sonics de 94 sa prédiction faite un soir de défaite et cette fameuse bague obtenue sans eux. Car oui, Gary Payton parlait beaucoup, mais il tenait toujours ses promesses.